Hello les amis, toujours au boulot, il est entre midi et deux. Je fais ma petite pause pour vous faire un coucou, une petite émission, parce que depuis, hier j'avais fait une vidéo, mais j'ai dû l'enlever, je vous expliquerai pourquoi après. Et depuis 2 jours là, je sens à travers vos emails, vos messages, une peur de plus en plus grande vous envahir sur la situation de ce qui se passe. Alors moi, vous savez, je fais cette émission pour vous. Je fais cette émission le plus sérieusement du monde. Vous m'envoyez beaucoup de documents, j'arrive pas tous à les lire, mais ce que je peux dire, c'est que ces derniers jours, sur 100 emails que vous m'envoyez, 40% c'est vraiment du bullshit, là on tombe. Ben ça, je l'avais aussi prévu. Alors, pour mes nouveaux abonnés, ce serait bien que vous regardiez un petit peu tout ce que j'ai fait depuis le début de cette pandémie, parce que j'annonce beaucoup de choses en avance, c'est pas de la prétention aucune, c'est pas non plus un exercice divinatoire, c'est juste un peu d'analyse, de recherche et de logique. Donc là, évidemment, je vous avais déjà annoncé qu'il y allait y avoir beaucoup de sites conspirationnistes qui allaient tirer la théorie vers des extrêmes. De l'autre, évidemment, nous avons les médias télé qui racontent, qui sont très loin de la vérité, très loin de la vérité. Le gouvernement, même si notre président et notre premier ministre semblent un petit peu fâchés du fait qu'il y en a qui osent remettre en cause toutes leurs actions. Je ne sais pas de pourquoi ils se plaignent, puisque leur cote de popularité, leur cote de confiance ne cesse de grimper, mais ça, que voulez-vous? On ne pourra rien y faire, c'est pour ça que des émissions comme ça sont importantes à être partagées. Moi, je ne raconte que des faits, mais rien que des faits, alors qui ne sont pas, ces faits-là, qui ne sont pas au journal de 20 heures de BFM ou de LCI, mais que vous pouvez trouver. Donc là, je vais m'appliquer à mettre beaucoup de sources. Déjà, une des choses que j'avais déjà mis sur mon mur Facebook hier, alors je sais pas, il y en a qui peuvent pas y avoir accès, il y en a qui disent ah ben non mais moi j'ai pas de compte Facebook, je ne savais pas qu'il fallait avoir un compte Facebook pour aller voir une publication, mais à culpa, c'est de ma faute. On voit cette carte, donc vous voyez cette carte, ben qu'est-ce qu'elle dit? C'est la densité mise à jour hier de la pandémie. Et vous voyez tout en bas, dans le département de Marseille, ils disent, et c'est des documents de l'INSEE, hein, que les chiffres sont non disponibles. Waouh! Pourquoi ils ne seraient pas non disponibles à Marseille? Ils ne transmettent pas. Donc moi je vais vous mettre dans les liens un autre site qui est un site officiel mondial qui répercute, ben, on est obligé, tous les hôpitaux sont obligés de leur donner leurs données. C'est comme ça. Donc voilà la carte de France de la pandémie au 1er avril, hein, à hier. Donc vous voyez ces zones. Moi je suis là à l'est, hein, il y en a le plus. J'entends dans ce que vous m'avez envoyé des gens, des vidéos, de personnes qui remettent en doute la pandémie actuelle. Alors je vais me faire un court résumé de 2 minutes, hein. Moi, j'ai des clients des hôpitaux, j'ai des amis qui sont dans le domaine médical, urgentistes, médecins. Je peux vous dire que c'est une réalité. Une réalité. Cette réalité, je vous ai aussi dit que les autres années, on les avait aussi vécues avec les cas de grippe où il y avait beaucoup de gens par exemple, dans les couloirs, des brancards dans les couloirs parce qu'on n'avait pas assez de place. C'est le défi, c'est la faillite de l'hôpital. C'est les 5 ans, 10 ans que l'Europe contraint la France à faire des économies sur l'hôpital. Je vous avais mis sur ma vidéo une petite vidéo, c'est pas moi qui l'avais faite bien sûr, hein. Il y en a qui n'ont pas compris, moi, je vous invite, ça dure 3 minutes, c'est un clip musical fait à Toulouse en 2017, en juin 2017, et ça fait presque 3 ans, où déjà il disait que c'était la faillite de l'hôpital. Bien. Donc en fait le problème il est où? Le problème il est là, avec ce virus. C'est il nécessite beaucoup plus de suivi des patients hospitalisés. C'est assez dingue.
Je vous rappelle, 80%, le shop, il n'y a quasiment pas d'effet, ça va de rien à un petit, ça va de rien à un rhume à jusqu'à une grippe. D'accord? Les symptômes sont différents en fonction de chacun. Mais pour 80% de la population, c'est pas grand-chose. Le reste, c'est plus grave. Donc ça va pour 15% à une grippe ultra carabinée, certaines qui nécessitent aussi une hospitalisation comme les anciennes grippes, surtout vis-à-vis des personnes âgées, et, 5%, l'hospitalisation est obligatoire. Donc le problème de ce virus, c'est qu'il nécessite beaucoup de lits et également beaucoup de places en réanimation, et il n'y en a pas, et il n'y en a pas. Il est un fait aussi qu'il a été fait le choix de ne pas trop, ça c'est une émission qui date d'il y a 3 semaines, faire appel aux hôpitaux et aux cliniques privées. J'avais fait une émission là-dessus qui s'appelle Hôpitaux et cliniques privées en chômage technique. Ça commence à ne plus être tellement vrai. Par exemple, moi j'ai un grand hôpital privé, l'hôpital Robert Schumann sur Metz. Bon, il leur reste plus que 2 lits en réa. Donc c'est pas grand chose, vous voyez, on l'a quand même sollicité. Donc on va voir un petit peu maintenant, région par région. On va commencer au hasard, tiens, les Yvelines. Donc les Yvelines, statistiquement, quand on clique dessus, je vous mettrai le lien, vous pourrez le faire vous-même, hein. Donc au 1er avril, le département compte, vous voyez, 815 patients hospitalisés, 178 en réanimation. Ce même jour, 347 patients sont de retour à leur domicile. À cette date, on déplore dans ce département 119 décès. Et donc comme ça, on peut en faire plusieurs. Là, on va dans le Rhône, 1114 patients, 153 décès. On fait la Moselle, on fait Paris. On fait les départements alsaciens les plus durement touchés. Donc ici, le Haut-Rhin avec le focus, 437 décès. Le 67, 206 décès. Voilà. On peut tous les faire. Et on arrive au fameux département où, selon l'INSEE, il n'y a pas de data. Voilà. 887 patients hospitalisés, dont 209 en réanimation. Ce même jour, 575 patients sont de retour à leur domicile. On déplore 55 décès. Alors, pourquoi il ne publie pas? Parce que le problème, eh ben, il est là, quoi. C'est que quand vous mettez ces données sur un simple tableau Excel, là, ça m'a pris 2 minutes à le faire, ben, vous voyez que dans le Haut-Rhin, si on prend les hospitalisés, les réanimations, les retours à domicile, vous avez un total. Donc 1926. Décès, 437. Et un ratio, il y a 22% de morts. Sur ça, hein, juste sur les données. Après, je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si, je veux dire, je sais pas s'il y a vraiment tout qui est comptabilisé dedans, les personnes qui sont restées à la maison, mais sur simple ratio, puisque c'est toutes les mêmes données, c'est-à-dire qu'on sait le nombre d'hospitalisés, le nombre qui sont en réa, le nombre qui sont en retour au domicile, et le total que ça fait, c'est valable pour tout le monde. Et donc on a un ratio de 22,6. Pour le Bas-Rhin, on a un ratio de 12,26. Pour Paris, un ratio de 9,58%. Les Yvelines, 8,88. La Moselle, 14,06. Le Rhône, 8,58. L'Oise, 22. Et les Bouches-du-Rhône, 3,29. Donc, est-ce à cause de ça que on n'a pas envie de montrer les chiffres? Puisque là, en plus, dans les Bouches-du-Rhône, faut pas croire, c'est un département, il n'y a pas que l'IHU de Marseille et Didier Raoult, qui lui publie ses datas tous les jours. Et donc là, la dernière mise à jour au 2 avril, nous avons nombre de patients APHM IHU positif 2837, nombre de décès 22. Et en dessous, il y a 1677 patients qui ont été traités à l'hydroxychloroquine et azithromycine. Il y a eu 2 morts. Alors attention à ces chiffres. Déjà, il ne faut pas avoir peur de tout d'un coup des chiffres 22%, 17% là que vous avez pu voir. Ça ne concerne que les patients hospitalisés en état grave. Okay, il ne s'agit pas de patients qui sont allés à l'hôpital qui n'ont pas été hospitalisés.
Donc il n'y a pas toutes les personnes qui, on leur a dit de rester chez elles et qui se sont guéries tout seuls, hein. Donc évidemment, c'est pas le virus, il n'a pas ce taux de létalité là. Ensuite, concernant les chiffres des Bouches-du-Rhône, bah, il y a de quoi interpeller quand même par rapport au reste, hein, de, de la France, hein, parce que l'écart est grand. En sachant qu'il n'y a pas que l'IHU, il y a par exemple l'hôpital de la Timone à Marseille, bien connu. Sur les chiffres spécifiques de l'IHU Méditerranée, et notamment des 2 morts sur 1677 patients traités. Là aussi, parce que si on remet un tableau de ça, ça ne fait plus que, vous voyez, 0,11, enfin 0,12%. Donc c'est très faible. Mais ce qui ne veut pas dire que ces 1677 personnes étaient hospitalisées, hein. Ça peut être très bien quelqu'un qui avait commencé à avoir des symptômes et on l'a traité, il n'est même pas été à l'hôpital. Néanmoins, à ce stade, rien que sur l'IHU, 1677 personnes traitées, 2 morts. Bah, je pense qu'il y en avait beaucoup quand même, vous avez vu les chiffres, qui étaient hospitalisés et en réanimation, même si pas toutes. Et on ne publie pas les statistiques. Et donc, comme je vous l'avais dit la dernière fois, on veut faire une enquête sur ce médicament. Mais on ne fait pas d'enquête sur les autres médicaments. Donc en gros, on cherche des noises aux effets secondaires de l'hydroxychloroquine, depuis le début. Donc au traitement qui a le plus de succès, et il y a le moins de morts, et on ne demande pas des comptes aux autres traitements. Donc j'avais déjà abordé ce thème des antiviraux que l'on donnait dans d'autres émissions. J'ai été très content que vous me disiez que François Asselineau, dans une vidéo de l'UPR, enfin un homme politique se pose les mêmes questions que moi. Comme j'ai des adhérents UPR qui me suivent, si je peux aider pour les transmissions, vous mettez en contact avec la personne qui fait les vidéos de François Asselineau, je vais lui améliorer ça. Il y a autre chose que Skype dans la vie, qui consomme beaucoup moins de bande passante, avec une qualité meilleure, avec des partages de documents, tout ça, c'est très simple à utiliser, c'est gratuit, vous allez voir. Donc dans les traitements que on prescrit, que le gouvernement a autorisé, il y a l'association Lopinavir-Ritonavir, d'accord, du laboratoire Mylan. Ben, si on lit les effets indésirables, ben voilà, hein, là aussi, hein, c'est pris sur un site Doctissimo, hein, donc mainstream. Voilà la liste des contre-effets. Alors j'ai souligné en rouge ce qui paraissait quand même important: infection respiratoire haute, infection respiratoire basse, agueusie, infarctus du myocarde, hypertension, thrombose veineuse trop profonde. Quand on sait qu'en Italie, je rappelle mes statistiques données, 99,2% des patients avaient déjà d'autres pathologies. Parmi ces pathologies, les 3 plus importantes sont les problèmes cardiaques, les problèmes de circulation sanguine, et donc de tension artérielle, et le diabète. Or là, qu'est-ce qu'on voit? Infarctus du myocarde, hypertension, et en plus, infection respiratoire. Bon, c'est pas tout, il y a encore une deuxième liste, hein, tout ça. Et là, on s'en préoccupe pas, parce que vous avez de meilleurs résultats que dans le Bouches-du-Rhône pour pouvoir vous permettre de dire que ça, c'est bon, et ça ne provoque pas de mort. Par contre, de lancer une enquête sur les effets secondaires de l'hydroxychloroquine. Je pense qu'il n'y a personne qui peut expliquer ça, hein. Et nous avons sur les plateaux télé les journalistes qui invitent des médecins sans vérifier quel est leur rapport avec Big Pharma. Donc par exemple, nous avons Karine Lacombe, vous avez Base Transparence Santé que vous pouvez trouver sur le net, où maintenant vous tapez un nom de médecin et vous dit les sous-sous qui reçoit et de qui. Donc là, Karine Lacombe, ben voilà, elle reçoit plein de sous-sous de MSD France, Bristol Myers Squibb, Janssen Cilag, Gilead, voilà, tous les labos avec la rémunération et le détail de ces rémunérations qui sont données.
Donc ça les gêne pas. Nous avons, la dernière fois je vous avais dit que j'avais pas eu le temps d'enquêter, que le CHU d'Angers a été en arbitre. En arbitre de quoi? Des antiviraux? Non, 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 en arbitre du truc qui marche, l'hydroxychloroquine. J'avais pensé que c'était un petit jeune, ben voilà, professeur Vincent Dubé, 39 ans, spécialiste des maladies infectieuses. Ah bon? Ça c'est vrai ça? Il suffit d'aller sur le site Expertscape, et donc ben, dans le cas qui nous intéresse, il faut mettre Communicable Disease. Donc le docteur Vincent Dubé n'apparaît pas. Alors on spécifie France, il n'apparaît pas. Puis France et Angers, il n'apparaît pas. Puis France, Angers et CHU d'Angers, il n'apparaît pas. Alors que sans spécification, le professeur Raoult sort soit premier, soit deuxième en fonction des jours. Avec un médecin new-yorkais, il se tire la bourre. Donc c'est un spécialiste de rien, et ben il a l'air spécialiste quand même des maladies tropicales, bactériennes, mais communicable disease, non. Alors pourquoi lui, jeune comme ça, issu de nulle part, qui a monté les échelons sans vraiment que l'on sache pourquoi, hein. Le CHU d'Angers pilote de l'étude e-Covid sur les effets de l'hydroxychloroquine sur le Covid-19. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui est en dessous. Hein. L'étude nommée e-Covid sera conduite depuis le CHU d'Angers avec la rigueur scientifique nécessaire. Ça veut dire déjà, ah, Raoult, t'as fait de la merde, c'est pas bon. On parle quand même du plus grand centre infectiologie au monde. Et avec la plus grande célérité. Ça, tiens, prends ça aussi dans la gueule. Essentiellement dans les hôpitaux de l'ouest de la France et en région parisienne pour évaluer sans soupçon. Sans soupçon. Ah ah. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Il y a des soupçons? C'est étrange, hein. C'est vraiment étrange. Alors, qui est le maire d'Angers et donc, fortiori, hein, le président du directoire, le président du CH d'Angers, hein, c'est toujours le maire de la ville. Il a failli accéder à la présidence de l'Agence de financement des infrastructures. C'est un pote à Macron, c'est un mec qui retourne un peu sa veste un peu rapidement. Il devait être ministre, il n'a pas été. Par contre, il est au club très secret Bilderberg. Et vous allez faire quoi? Vous voulez que je vous fasse un effet divinatoire quand cette étude sera terminée? L'hydroxychloroquine sera interdite parce qu'il y aura trop d'effets négatifs. Ou alors, ils vont dire que ça n'apporte rien, mais alors rien, qu'il ne faut pas l'utiliser, et qu'il va mieux continuer à prescrire les antiviraux qui, eux, on vient de déjà démontrer, ne servent à rien. Ou alors mieux, attendre le futur vaccin. Vaccin, le mot est lancé. Je vous rappelle que dans mes précédentes émissions, je vous avais déjà montré que le Danemark avait voté au Parlement une loi alors qu'il n'avait que deux morts identifiés au Covid, une loi que lorsqu'il y aura un futur vaccin, il sera obligatoire. Non seulement il sera obligatoire, mais ceux qui ne le prendront pas n'auront plus accès aux épiceries, aux hypermarchés, aux transports publics, tout ça, tout ça. Voilà ce qui nous pend au nez. C'était déjà dit à Davos, hein, vous savez, Davos. Après le confinement, un programme mondial de vaccination au coronavirus. La tendance est un verrouillage mondial mené par la peur et la désinformation des médias. Actuellement, des centaines de millions de personnes dans le monde entier sont en état de confinement. Quelle est la prochaine étape? Un programme de vaccination a été annoncé à Davos, quand, lors du Forum économique mondial, le 21-24 janvier, à peine 2 semaines après que le coronavirus ait été identifié par les autorités chinoises le 7 janvier. L'entité responsable de l'initiative pour un nouveau vaccin contre le coronavirus est la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, une organisation parrainée et financée par le Forum économique mondial et la fondation de Bill et Melinda Gates. Voilà. Donc c'est déjà ils avaient tout prévu donc. Hein? Il n'y avait pas encore d'épidémie, ce serait bien que nos hommes politiques, nos journalistes, enfin quelqu'un qui a un petit peu quelque chose quoi. Ouais, ces données, c'est pas des fake news, hein. Vous pouvez les retrouver vous-même. Tout ça, vous pouvez les retrouver vous-même. Pendant ce temps-là, nous avons quoi?
Nous avons que une étude chinoise randomisée donne raison au professeur Raoult. Cette étude, a priori plus confirme ce que les agences de médicaments considèrent comme fiable, valide les conclusions de l'infectiologue marseillais sur la chloroquine et l'intérêt d'utiliser tôt dans l'infection au lieu de tardivement. De toute façon, ça tombe de partout, hein, même sur les plateaux télé. Vous voyez, quand ici, il y a quelqu'un qui m'envoie David Pujadas demande à un chef de service des urgences. Si un de vos proches était malade, lui donneriez-vous de la chloroquine? Sincèrement, je sais pas. Et si vous étiez malade, je vais vous faire une confidence, j'en ai pris. Vous allez aussi retrouver dans mes émissions beaucoup de médecins qui en ont pris, qui étaient bien du jour au lendemain. Je vous avais aussi montré dans mes précédentes émissions l'analogie entre le programme de vaccination massif contre le pneumocoque en Italie du Nord entre octobre 2019 et janvier 2020. Du reste, pour valider ce genre d'informations, il suffit de voir, ça aussi vous avez été très nombreux à me l'envoyer, l'étrange cas du petit village de Ferrara, épargné par le coronavirus en plein cœur de l'épidémie. Ben oui, comment voulez-vous qu'un petit village ne soit pas touché par l'épidémie qui est partout, hein, le virus il ne s'arrête pas à leur porte. Ben, tout simplement parce que ce village a été oublié dans le plan de vaccination contre le pneumocoque. C'est tout. Donc, je vous rappelle aussi mes précédentes publications, qu'il y a une causalité entre le vaccin de la grippe et cette infection au Covid. Du reste, si on retrouve un vieil article du 23 septembre 2019 de Louise Ballong, journaliste santé, le vaccin de la grippe a été modifié pour faire face à une épidémie virulente. Cette année, la grippe risque d'être particulièrement agressive. Pour contrer cette épidémie, l'OMS a décidé d'adopter une stratégie, changer la composition du vaccin. Diverses souches en provenance de plusieurs pays font désormais partie du vaccin contre la grippe 2019-2020. En Australie, la grippe a été particulièrement mortelle cette année. On était à peine en septembre. 266 780 cas de personnes atteintes de la grippe ont été confirmés. 300 décès ont été recensés fin septembre 2019. À titre de comparaison, l'année 2018 comptait seulement 58 000 cas, les chiffres ont donc quadruplé. Et comme je vous l'expliquais aussi dans mes précédentes émissions, on est remonté à bien plus haut. En Italie, les premiers patients souffrant de Covid ont été remontés à novembre 2019. Il était là depuis très longtemps, maintenant à peu près tous les scientifiques le disent, c'est une certitude. Alors, l'autre problème énorme, et deux autres problèmes énormes, c'est les tests et c'est les masques. Même si notre gouvernement n'aime pas qu'on critique, bon, intéressant d'apprendre qu'en 2009, avec Madame Bachelot, la France avait acquis 1 milliard de masques anti-projection, 723 millions de masques de protection, mais en 2013, Marisol Touraine réduit la stock, Jérôme Salomon était son conseiller chargé de la sécurité sanitaire, ils ont supprimé les masques. Il y a un excellent article de Mediapart, Masque, l'épreuve d'un mensonge d'État, parce que là, évidemment, ils se foutent de notre gueule depuis le début, on va commander des masques, on va en avoir. Ils disent qu'ils n'étaient pas au courant. Ben, il suffit d'aller sur la santé publique. 1 milliard de masques, c'est le besoin estimé par l'Agence nationale de santé publique. En mai 2019, en cas de pandémie grippale affectant 30% de la population. Et là, on parle de grippe. Dans le document retrouvé par Santé et Travail, les experts recommandaient aussi de constituer des stocks minimaux avec un système de distribution simple. Voilà, c'est une faillite de l'État, beaucoup de gens ont fauté. Beaucoup de gens pourraient aller travailler s'il y avait des masques. Ils ne veulent pas aller travailler parce qu'ils ont peur. Donc l'économie est à l'arrêt complet. Moi, je ne comprends pas des entreprises où le risque il est complètement nul, comme des gens qui travaillent dehors, en plein air, le bâtiment. Il suffit d'organiser quelques petites mesures de sécurité, de confinement, ne pas tous être en même temps au même endroit. Parce que ce qui va nous guetter, c'est ça, hein. Parce que pour l'instant, ils vous disent rien, ils vous mentent depuis le départ. C'est ça, le risque de pénurie alimentaire mondiale. L'ONU et l'OMC, c'est pas Sylvano Trotta, tire la sonnette d'alarme, publié le 1er avril 2020. C'est normal, tout s'arrête là, faut pas croire que parce que vous restez chez vous, protégé du Covid, il y a des patrons d'entreprise qui sont complètement fous de rester à la maison, d'avoir fermé l'entreprise. Mais vous croyez quoi? J'ai plein de gens, des petites sociétés, des fleuristes, qui vont mettre la clé sur la porte. Il y a aujourd'hui le taux de chômage qui tout à l'heure va donner aux États-Unis. L'année dernière, c'était en une semaine, c'était 4 millions qui se sont inscrits. Non, 3 millions qui se sont inscrits.
Donc là, on attend 4 à 5 millions de plus. Vous vous rendez compte? Mais vous pensez quoi? Qu'en France, qui c'est qui va payer tout ça? Prenez le cas d'un fleuriste. Il a plus de chiffre d'affaires, il a encore des trucs à payer, il faut qu'il se donne à manger. On va lui donner 1 500 euros. Mais après, toutes ces dettes, il va falloir. Elles sont juste repoussées, les dettes. Il ne faut pas croire que c'est repoussé de 6 mois. Moi, par exemple, ma banque, il faut être honnête, Crédit Mutuel, CIC, très clash. Ils ont décidé, pof, on décale de 6 mois. Mais ça veut dire quoi, décaler de 6 mois? Moi, je pensais que, vous voyez, si vous avez un crédit qui va jusqu'au janvier 2023, il va être repoussé jusqu'en juillet 2023. Non, 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 c'est pas ça du tout. Il est repoussé pour l'instant dans 6 mois. Dans 6 mois, quand tout va bien, eh ben, on regarde. Soit il faudra tout payer, soit il faudra prendre un prêt complémentaire, mais donc plus de charges. Il ne faut pas croire que ça va être aussi simple. Faut vraiment pas le croire. Et tout ça à cause de quoi? Parce qu'on n'a pas de masque? Est-ce que c'est voulu? Je sais pas, j'ai eu quelqu'un qui m'a appelé, qui m'a dit qu'il avait des masques CE de la Suède. Non. Il les vendait 2 euros. Ok, il a dit le gouvernement français veut me l'acheter à 80 centimes. C'est en dessous du prix de revient, des FFP2. La Grèce voulait lui acheter 2,50 € le masque. Lui, il a dit, bah, Cocorico, je veux quand même faire travailler la France, j'ai pas envie de le vendre aux Grecs, même s'ils me l'achètent à 2,50 €. Donc pourquoi on veut les acheter à 80 centimes? C'est quoi le but? Donc là, on voit la guerre, les Américains qui vont sur le tarmac d'un aéroport chercher des masques français. C'est la guerre des masques. On n'a pas de masques. Donc on n'a pas suivi. On paye la santé publique, les organismes d'État, une fortune, des gens qui travaillent, qui font des préconisations, et on ne les suit pas. Un peu comme on paye la Cour des comptes qui, tous les 3 mois, donne des préconisations, et on les suit jamais. Au bout d'un moment, il faut arrêter ce truc. Il faut vraiment arrêter. C'est la faillite de l'hôpital. On fait un petit retour en arrière. Je traversais mon hôpital tout à l'heure pour venir à cette conférence de presse. J'ai de l'émotion. Je me disais, c'est un honneur de devenir chef de service. C'est une reconnaissance de votre équipe, de vos pairs, de vos collègues. Et là, j'avais l'impression de venir à une sorte d'enterrement, celui de ce titre, et puis celui un peu de l'hôpital public. Et ça nous fait chaud au cœur depuis quelques mois d'être dans la bataille. C'est ce qui nous permet de tenir encore et puis on espère que cette bataille, on va la gagner. Le cauchemar, il a commencé. Je vais vous donner des exemples concrets. On est 20 à démissionner sur la Pitié-Salpêtrière, sur une centaine de responsables de structures et de services. Le cauchemar, il a commencé quand on a commencé à nous dire il va falloir que vous produisiez du séjour, alors que nous, on avait l'habitude de prodiguer des soins. Et on s'est mis à voir comme chef de service des tableaux Excel tous les mois, où on nous disait « Ah, là, bravo, vous êtes en vert, vous avez fait plus de séjours. Ah, c'est pas bien, vous êtes en rouge, vous avez fait moins 10 séjours. » Avec les collègues, on rentrait dans ces réunions et petit à petit, on s'est rendu compte qu'on était infantilisés. On se retrouvait à l'école avec des bonnes notes ou des mauvaises notes. Et comme il était dit tout à l'heure, on a peur. On a peur parce que quand notre activité baisse, on nous supprime des moyens. On nous supprime ce qui coûte à l'hôpital. Moi, j'ai dans mon service une unité très lourde de 13 lits de patients diabétiques qui ont des complications graves, toutes les complications graves du diabète et entre autres des complications au niveau des pieds avec des abcès, de la gangrène. C'est des patients difficiles à soigner qui demandent beaucoup, beaucoup d'attention. Morphine, insuline, transfusion, bloc opératoire. On nous renvoie les patients immédiatement après le bloc opératoire. Je me suis rendu compte que dans les réunions hebdomadaires où on parle avec tout le personnel de ces patients, je devenais une espèce de robot à dire « quand est-ce qu'il sort ? Quand est-ce qu'il sort ? Quand est-ce qu'il sort ?» Parce que dans ma tête, je me disais « ça fait 15 jours qu'il est là, il occupe la chambre, je vais pas pouvoir faire du séjour. » Et c'est les jeunes, les infirmières qui me regardent. Et maintenant, je sais que quand on commence à me regarder comme ça, c'est que je suis plus éthique. Et je me ressaisis et d'ailleurs, je leur dis « Oubliez jamais pourquoi les patients sont là. Rappelez-moi cette réalité. » Je dirais qu'en plus, les difficultés qu'on a dans ces maladies chroniques sont des patients pas rentables. C'est-à-dire quand vous rentrez avec un abcès, une gangrène, vous êtes rentable. C'est compliqué à comprendre pour vous. Vous êtes rentable au début de votre hospitalisation. Mais si on vous débouche les artères, vous êtes encore rentable. Par contre, si on n'arrive pas à vous déboucher les artères, vous commencez à plus être rentable du tout. On va vous garder un certain temps parce que votre plaie est complexe. Et donc, au fur et à mesure que les jours passent, l'hôpital commence à perdre de l'argent. Par malchance, vous êtes amputé au bout d'1 mois et demi en nous ayant dit
tenez bon, faites tout ce que vous pouvez. On a fait tous les soins, hein. Malheureusement, parfois on perd. Le patient est amputé. Il redevient rentable quelques jours. Voilà. Voilà où on en est avec la T2A. J'en dirai pas plus. Je suis un peu trop dans l'émotion. Je suis désolée. Mais voilà pourquoi on n'en peut plus de ce système. Donc ça, c'était avant. C'était les démissions en bloc. Plus de 1100 directeurs administratifs d'hôpitaux qui ont donné leur démission. C'était pour contrer ça, parce qu'ils en avaient ras-le-bol. Vous n'êtes pas rentable. Vous n'êtes pas rentable. Il faut bien comprendre que ce que je répète alors là depuis des années sur ma chaîne, Big Pharma n'est pas là pour vous soigner. Big Pharma est là pour gagner de l'argent, pour distribuer des dividendes à ses actionnaires. Big Pharma est là pour racheter les médias, pour acheter. Tu vois, il y a Big Pharma qui a racheté un énorme quotidien de presse là aux US. Big Pharma est là pour inonder de publicité, acheter de l'agroalimentaire, des produits phytosanitaires et imposer sa loi. D'accord? Un patient qui est longtemps à l'hôpital sans consommer des médicaments n'est pas rentable. Et pour le gouvernement, ils ont suivi les instructions de Bruxelles. Il faut que ce soit rentable. Moi, je le sais depuis longtemps. Beaucoup d'entre vous le découvrent. Hein. Cette professeure est dit, je sais, vous allez avoir du mal à comprendre. Aux journalistes, oui, eux, ils comprennent rien, donc c'est pas extraordinaire ça. Et les EHPAD, qu'est-ce qui se passe dans les EHPAD? Faut-il envoyer les vieux malades du corona aux urgences pour les sauver? Le gouvernement ne dit pas seulement non, il l'écrit. Nous publions ce soir les notes officielles envoyées aux établissements pour personnes âgées sur le sujet. Donc en fait, vous avez appelé le SAMU, évitez d'emboliser le standard téléphonique du SAMU, évitez d'emboliser les services hospitaliers de patients âgés pour lesquels l'hospitalisation ne serait pas bénéfique ou pas plus bénéfique que si les soins prodigués en EHPAD. Étant entendu que les patients âgés dans un tel contexte épidémique ne relèveront pas de la réanimation, ne seront ni intubés ni ventilés. Les principales limites de la PEC d'une infection respiratoire en EHPAD peut être l'oxygénothérapie, l'antibiothérapie, la réalisation des examens paracliniques, la prise en charge des décompensations. Après, c'est un peu technique. Et donc, voilà ce qui est paru, le 31.3. Délivrance de Rivotril hors AMM. Moi, je suis pas spécialiste, on va écouter un docteur. Et nous sommes en ligne à présent avec le docteur Hardy. Bonsoir, docteur Hardy. Bonsoir. On va essayer de voir avec vous un document auquel vous avez eu accès, qui pose des questions extrêmement graves et qui touche notamment à cette idée qu'on entend de manière récurrente depuis le début de l'épidémie. Les médecins vont être obligés de faire un tri, les médecins vont devoir choisir, toute une série de phrases qui sont très inquiétantes. Vous avez sous les yeux, et vous m'en avez transféré une copie, un document qui est, je dirais moi, encore plus inquiétant que l'idée même du débat que je suis en train d'évoquer. En fait, le 31 mars 2020, 31 mars dernier, la Fédération française des pharmacies d'officine a publié une nouvelle. Je dis en quelques lignes de quoi il s'agit. Depuis le 29 mars, donc en fait depuis 2 jours au moment de la parution de ce document, les médecins peuvent prescrire les spécialités Rivotril sous forme injectable aux patients atteints de corona. La prescription a pour objectif la prise en charge palliative, c'est-à-dire sans soins actifs, de patients confrontés à un état asphyxique et ne pouvant pas être admis en réanimation et pour lesquels une décision de limitation de traitement actif a été prise. Docteur Hardy, ce qui vous gêne le plus, vous, dans cette histoire, d'après ce que j'ai compris, c'est de prescrire avec autorisation légale du Rivotril sous forme injectable. Qu'est-ce que veut dire pour des non-médecins ce que je viens de lire? C'est pas simplement ça, c'est que ça peut être prescrit sur une simple ordonnance à n'importe quel médecin, et le décret précise aussi, en fin de décret, lorsqu'un établissement d'hébergement pour personnes âgées est limité, dépendante, les EHPAD, cet établissement dispose d'une pharmacie à usage interne, celle-ci peut se le procurer pour l'injecter. Pour prise en charge de la dyspnée, c'est-à-dire la difficulté à respirer, et la prise en charge palliative, c'est-à-dire pas de traitement actif,
de la détresse respiratoire, la psychique. Voilà. Donc pour les décryptages pour un non-médecin, ça veut dire que le Rivotril, c'est un benzodiazépine, ça appartient à la classe du benzodiazépine, qui est un antiépileptique à la base et qui était employé ensuite l'argamanine de façon principalement par voie orale pour des douleurs rebelles. À tel point que par un décret de 2011-2012, la consommation a été restreinte, la prescription à certains médecins, et la consommation a baissé de 84% en 5 ans. Les effets indésirables sont particulièrement accrus chez la personne âgée, et c'est donc un arrêt respiratoire. Ça veut dire que l'injection intraveineuse entraînera un arrêt respiratoire complet en 12 heures, c'est-à-dire la mort du patient. C'est-à-dire que vous nous dites, on a légalisé par ce décret la possibilité pour un médecin d'injecter une substance qu'il sait être mortelle. Il a le droit de le faire. J'ajouterai juste une petite chose, que je trouvais un peu cynique et morbide. L'arrêté précise que le patient n'aura pas à payer le médicament. Ah, en plus, il n'aura pas à payer le médicament. Mais je viens de dire quand même quelque chose d'énorme. Mais vous me dites, en gros, c'est ça. C'est-à-dire, si le patient à qui on administre une forme comme ça de, je répète le mot, Rivotril sous forme injectable, on sait ce qu'on fait. S'il n'a pas de respirateur, on sait qu'on est en train de le noyer. Est-ce que moi, qui ne suis pas médecin, j'ai en grande ligne résumé ce que vous dites? C'est pas résumé, vous avez dit exactement de quoi il s'agit. C'est pas un résumé. Et alors, ça, c'est légal. Alors, ce qui est quand même très inquiétant dans ce que vous nous dites, c'est que c'est signé Édouard Philippe, Premier ministre, Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. À nouveau, donnez-nous le décryptage. Ça veut dire que si on considère un tel décret, oui, il a 3 conséquences terribles. La première, c'est de jeter un doute inadmissible et scandaleux sur la pratique des soignants qui se dévouent jour et nuit, 24-24, 7-7, pour sauver les patients, et toute la France sort pour les applaudir, et d'un autre côté, on dit non, en douce, ces médecins injectent, ou quand, en amont, en aval, pour décider d'un tri, pour libérer des vies, c'est impossible de dire une telle chose. La deuxième chose, c'est que ça veut dire que dans un EHPAD, dans une maison de retraite, quelqu'un en isolé peut prendre cette décision. Vous vous rendez compte? Une prescription en isolé. En isolé, c'est-à-dire qu'un médecin seul peut décider, en fait, Voilà. de mettre un terme à la vie de quelqu'un. C'est des phrases qui sont extrêmement graves, hein, celles que vous prononcez, docteur Hardy. Alors, est-ce que vous êtes aussi en train de nous dire, parce que donc ce fameux médicament est déjà utilisé, il n'est pas révolutionnaire, il n'arrive pas comme ça aujourd'hui, mais que, c'est-à-dire que si je comprends bien, vous m'arrêtez si je me trompe, des décisions qui étaient prises auparavant de manière collégiale, dans des cas extrêmes, Voilà. avec des pratiques qu'on imagine, là, on les a légalisées sous un décret paru au journal officiel, donc c'est absolument officiel, la possibilité pour un médecin tout simple de prendre la décision, excusez-moi, j'ai presque du mal à prononcer les mots, de mettre un terme, il décide tout seul de mettre un terme à la vie d'un patient. Oui, mais si vous aviez des gens qui ont écrit ce décret, ils pourraient vous répondre. Docteur Hardy, vous êtes confronté à un patient de 85 ans qui est en train de s'asphyxier, de tirer, il n'y a pas de place en réanimation. Qu'est-ce que vous faites? Vous le laissez mourir sous vos yeux ou vous adoucissez sa mort? La question, c'est celle-là. Donc, ces gens-là peuvent retourner la question, tout à fait. Ils pourraient retourner la question. Quelle conclusion vous tirez de cette information que vous nous donnez? Moi, personnellement, en tant que médecin, en tant que juif, je suis resté effondré. J'en ai fait part à d'autres amis, médecins, chirurgiens, anesthésistes, pharmaciens. Tous ont eu la même réaction. Inouïe, incroyable, terrible. C'est vrai, et ça complète le tableau du bouleversement qu'a entraîné le corona dans le monde. Ça complète le caractère terrible, et on pense à des scènes qui peuvent se
produire, imaginez un patient qui arrive aux urgences. Il est là en face d'un médecin qui va décider, à droite, hospitalisé, intubé, ventilé, et à gauche. Ça rappelle profondément certains trucs. Et je sais, parce que j'ai passé suffisamment de jours et de nuits à travailler à l'hôpital, que les médecins et les infirmiers ne sont pas comme ça. Je trouve le doute que pourrait jeter un tel décret sur la pratique médicale insupportable. Insupportable. Voilà. Est-ce que, ce sera ma dernière question, est-ce que un patient, non, une famille, pas un patient, vu l'état que vous décrivez, une famille, peut dire au médecin, je vous préviens, je veux pas de Rivotril sous forme injectable, ou c'est pas possible? Oui, c'est pas seulement Rivotril, hein, ça peut être autre chose. Il y a d'autres façons de terminer aussi, pas aussi simple, mais une bonne injection de morphine, une bonne injection. Il y a des choses pour. C'est Pour mettre fin à la vie de quelqu'un. Voilà. Il y a d'autres. Mais en général, on demande à la famille, on demande une concertation. Vous avez en face de vous un médecin, un être humain qui est là. Même si vous n'arrivez pas à prendre la décision, c'est un homme qui a confronté beaucoup d'expérience dans la vie et qui pourra aider à prendre cette décision. Docteur Hardy, merci pour cette information qui fait froid dans le dos. Voilà, c'était très dur à écouter. Il faut savoir aussi que cette interview avait lieu sur Radio Shalom, une radio juive que je salue au passage, parce que ça doit, comme il disait, à droite tu vis, à gauche tu meurs. Ça doit leur rappeler de sacrés souvenirs. Donc c'est une décision, ce décret est signé notre Premier ministre et son ministre de la Santé. Je ne sais pas quand j'aurai le temps de monter cette émission-là que je fais entre midi et deux, là. Certainement ce soir. Je ne sais pas si ça sera certainement avant. Quand vous la regarderez, vous aurez certainement vu Édouard Philippe à la télé. Ou pas. On va voir si les journalistes lui posent une question sur ce sujet, sur ce décret horrible. Horrible. Le droit de mort. La non-assistance à personne en danger. Puisque, comme vous l'avez vu, les EHPAD n'ont plus à fournir, n'ont plus à envoyer leurs résidents aux hôpitaux, déjà trop surchargés. Je sais pas dans quel monde on vit là. Pendant ce temps-là, on s'intéresse aux effets secondaires de l'hydroxychloroquine. Je sais pas si le docteur Raoult écoutera cette émission. Il doit se dire que le monde tourne à l'envers. Donc, quelques petits conseils quand même d'avocats. Par 2 ordonnances du 28 mars, les juges des référés du Conseil d'État du tribunal administratif ont jugé que la restriction de l'accès à la chloroquine ne porte pas une atteinte manifestement illégale au droit au respect de la vie, mais que sauf à porter une atteinte grave et manifestement illégale à ce droit, il y a lieu d'enjoindre à un CHU et une ARS de passer commande, sans attendre, des doses nécessaires au traitement de l'épidémie par l'hydroxychloroquine et l'azithromycine comme défini par l'IUHU Méditerranée Infection. Le patient infecté peut-il choisir son traitement? Le refus d'administrer de la chloroquine à un patient atteint de Covid constitue-t-il une atteinte grave et manifestement illégale au droit, au respect à la vie et au consentement du patient? Donc la réponse, depuis la loi Kouchner du 4 mars 2002, le temps du paternalisme médical est révolu, le patient est désormais émancipé, pleinement apte à assumer le rôle de décideur final des soins qui le concernent. L'article 1011.4 du Code de la santé publique dispose que toute personne prend avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qui lui fournit les décisions concernant sa santé et que le médecin a l'obligation de respecter la volonté de la personne après l'avoir informé des conséquences de ses choix et de leur gravité. Gravé dans la loi, l'obligation de respecter en toutes circonstances le consentement du patient a été érigée au rang de liberté fondamentale par le Conseil d'État dans une décision fondatrice du 16 août 2002.
Il fut un temps où le patient ne pouvait pas agir en amont. Sa volonté bafouée, il ne pouvait qu'agir a posteriori sur le terrain de la responsabilité pour faute. Depuis l'entrée en scène du référé liberté en droit médical en 2002, le patient est mieux armé. Donc j'entends que certains d'entre vous veulent le traitement du professeur Raoult et qu'on leur refuse. Vous leur montrez ces articles de loi et vous leur demandez surtout de signer un papier comme quoi ils refusent. Signer qu'ils refusent de vous administrer ce traitement que vous avez souhaité. Je rappelle, attention, c'est pas de l'automédication. Faut pas aller voir un toubib alors que vous êtes bien et demander ça. Non, non, non. C'est si jamais on vous dit que vous êtes atteint du Covid et que vous commencez à avoir des formes graves de cette infection et que vous lui demandez qu'est-ce que vous allez me donner, eh ben voilà. S'il veut vous donner des antiviraux qui vont vous conduire à la mort, vous décidez, vous, en votre âme et conscience, c'est votre choix. Moi, je vous impose rien. Moi, je prendrai rien, je vous l'ai déjà dit. Mais c'est en votre âme et conscience, vous avez le droit. Vous êtes votre patron. Pour sortir de cette crise, il faut des masques. Mais un peu partout maintenant, ils commencent à arriver. Parce que même moi, en tant que société, je reçois sur des emailings des grossistes qui me proposent des masques. Donc je pense que les pharmacies centrales et tout ça vont en avoir aussi. Il faut tester. Donc nous, on a été notre société a aidé le conseil départemental du 13 avec l'ordre régional des médecins, toujours du département des Bouches-du-Rhône, à mettre en place, on l'a offert, un centre de contact avec un CRM, un logiciel que l'on a développé exprès pour eux, afin que tout le personnel soignant et des médecins appellent un numéro, que ce soit sécurisé dans notre data center en cloud, et ils puissent prendre rendez-vous. Un drive a été fait, donc cette semaine ça a débuté depuis lundi, un drive a été fait où il y a 4 médecins, 4 soignants qui viennent avec leur voiture faire un test. On peut en faire 4 en 5 minutes. J'ai déjà appris que à partir de lundi, on va doubler. On va y avoir 2 drives, un dans Marseille Nord, un dans Marseille Sud. Ça a pris une proportion de dingue, Ils communiquent même pas. Alors pourquoi on a finalement décidé de ne pas communiquer? Parce que même phénomène qui s'est passé avec ma vidéo, où certains d'entre vous ont appelé ma société pour se faire dépister. Là-bas, le bouche à oreille fait qu'il y a des gens qui viennent et qui veulent faire un test, quoi. Alors que pour l'instant, c'est réservé au personnel soignant, ceux qui sont en première ligne, pour ne pas infecter d'autres personnes. Ça, c'est vital. Donc, on va ouvrir un deuxième centre de dépistage. Enfin, quand je dis on, c'est le conseil départemental et l'ordre des médecins. Nous, on met que l'infrastructure télécom derrière pour gérer tout ça. Il va y avoir également les EHPAD qui vont être incluses à partir de lundi dans ce système-là. Et pour les soignants des EHPAD, pour pas qu'ils contaminent les vieilles personnes. Et donc on essaye de monter des opérations comme ça partout en France. On est à la disposition des conseils départementaux, des ordres locaux des médecins. Vous pouvez me contacter, il y a mon adresse email. Ce fera un plaisir de vous aider. Le logiciel a été créé exprès pour PACA, il peut être dupliqué pour n'importe où en France. Ça, c'est la bonne nouvelle. L'autre bonne nouvelle, c'est que la recrudescence, le nombre d'arrivées aux urgences dans mes hôpitaux ici dans le Grand Est diminue. Depuis 3-4 jours, on voit une baisse. Ça ne veut pas dire que le nombre des cas ne vont pas augmenter, le nombre de morts non plus, attention. Mais c'est quand même un signe sur l'Alsace qui a été une des premières régions touchées par cette pandémie, ça baisse. Et évidemment, il faut arriver. Alors je ne comprends pas pourquoi on veut toujours inventer la poudre. Là, vous voyez, c'est le nombre de cas. Ce tableau, je vous le montre souvent. Et regardez toujours la Corée du Sud. Elle a 9887 cas. Et je vous rappelle que la Corée du Sud, après la Chine, a été le premier pays impacté au monde. Il y avait déjà des milliers de cas en Corée, il n'y en avait pas en France. Et ils en sont à 9887. La France en est à 56 989, chiffre d'hier. Il y a eu à peine 101 cas nouveaux en Sud-Corée. En France, 4861 nouveaux cas. Il y a eu 165 morts hier en Corée. En France, il y en a eu 4000. Le nombre total de morts en Corée est de 165.
En France, il est à 4032. Et donc, voilà, en Corée, c'était simple. Dépister, traiter, dépister, traiter, dépister, traiter. Voilà, dépister. Et nous, et évidemment protéger, également avec des masques. En Corée, la vie continue, hein, normalement. Il y avait même un 1er avril hier de quelqu'un qui disait ah bah, le Tour de France aura lieu en Corée. C'est comme ça qu'on sort rapidement d'une crise et qu'on ne met pas le pied à genoux. Il faut aller travailler grâce aux masques et grâce aux tests. Celui qui est négatif travaille, celui qui est positif reste chez lui pendant 20 jours afin de ne plus contaminer personne. On le reteste, il est négatif, il va bosser. C'est simple, c'est simple. On a les outils technologiques en plus, ils ont retracé qui avait vu qui. On sait le faire aussi, hein, ils n'ont pas plus de technologie. Voilà. Et nous, par contre, bah, qu'est-ce qu'on préconise? On préconise désinfecter. Alors ici, vous avez saisi par la mairie de Paris, les autorités de santé déconseillent clairement de nettoyer les rues en utilisant de l'eau de javel diluée. C'est donc inutile et dangereux, selon le ministère de la Santé. Mais dans le même temps, on apprend quoi? Que l'Élysée a entièrement décontaminé dans le plus grand secret. Voilà, l'Élysée a pris toutes les précautions pour éviter l'éventuelle propagation du virus dans ses murs. C'est incroyable ça, hein, c'est toujours 2 poids, 2 mesures. Hein. Faites ce que je dis, mais surtout ne regardez pas ce que je fais. Voilà. Un hommage à mes amis routiers, parce que je croise souvent sur la route, c'est beaucoup de chauffeurs routiers, merci les gars. Voilà, je relais leur message. Nous remercions les sociétés d'autoroutes Vinci, APVR, etc., qui continuent à faire payer de péage à nos routiers qui approvisionnent la France. Ils pourraient mettre en place des repas rapides sur les aires de repos et non fermer les douches. Nous les remercions d'être solidaires, ne pas penser qu'au fric. Merci de continuer à vous gaver. C'est juste hallucinant. Les mecs, ils bossent, ils peuvent plus s'arrêter, ils peuvent plus aller se prendre une douche, ils ont plus de coin, c'est juste hallucinant. Mais par contre, le péage, lui, surtout, on le rate pas. Pour finir, parce que souvent, vous savez, j'en profite maintenant, que vous vous apercevez qu'on vous raconte toujours des bêtises. On va un peu parler du climat, vous savez, le climat il se réchauffe, donc il faut payer une taxe carbone pour ceux qui polluent, tout ça, tout ça. Alors vous avez des émissions sur ma chaîne qui vous expliquent que tout ça c'est un cycle naturel de la Terre, mais qu'évidemment on ne va pas supprimer les taxes carbone qui font tomber des milliards et des milliards tous les jours, dans toutes les caisses de tous les gouvernements, de tous les pays du monde. Et donc là aujourd'hui, Futura Planète, incroyable découverte des forêts en Antarctique il y a 90 millions d'années. Ça, je vous en avais déjà parlé souvent dans mes émissions. Mais là, ce qui est marrant, c'est, voilà, en conclusion, il y a environ 90 millions d'années, il régnait un climat tempéré à seulement 900 km du pôle sud, avec une température moyenne de l'air de 12 degrés. C'est environ 2 degrés de plus que la température moyenne de l'Allemagne à ce jour. Quant aux précipitations, elles devaient ressembler à celles que connaît le pays de Galles aujourd'hui. Selon le modèle des chercheurs, de telles conditions n'ont pu être possibles qu'avec notamment des niveaux de concentration de CO2 dans l'atmosphère compris entre 1120 et 1680 parties par million, ppm. Vous vous rendez compte? Donc bien supérieur à ce que l'on a aujourd'hui. Et on nous dit que c'est la concentration de CO2 qui fait augmenter la température. Donc ça veut dire qu'il y avait déjà beaucoup de CO2. Hein, mais il ne devait pas y avoir, il y a 90 millions d'années, des voitures et des usines. Donc ça veut dire que c'est un cycle. C'est un cycle en continuel. Quelque chose qu'on vous dit jamais dans les médias mainstream, c'est que les températures, les hausses de température que l'on constate sur Terre, les astronomes les constatent aussi sur toutes les planètes du système solaire. Voilà. Peut-être que, je sais pas moi, ceux qui habitent Pluton polluent de la même façon que les habitants de la Terre. Réfléchissez, ouvrez votre esprit, vous voyez que les informations, c'est différent si vous les regardez sur des chaînes comme la mienne par rapport à ce qu'on vous dit. Tout ce que je viens de vous dire, vous pouvez le trouver. Je vais en mettre un certain nombre de liens dans le descriptif de la chaîne. Mais vous voyez, j'ai fait quasiment mon émission qu'avec des liens d'État. Hein. La santé publique, les décrets, les décrets qui paraissent, voilà. Des médecins qui témoignent. C'est pas moi. L'émission est faite quasiment 0%, Sylvain Autre. J'ai fait juste un assemblage. Voilà, alors je vous dis peut-être à ce week-end, hein, plutôt
pour une nouvelle émission, parce que j'ai quand même pas mal de boulot là. N'appelez pas, ne m'appelez pas pour avoir des tests, arrêtez d'appeler mes sociétés. Je vous fais des bisous, bye bye.